à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des derniers livres que j'ai lus. Et dans ce dernier livre, il y a bien plusieurs tomes de la série Au service secret de Marie-Antoinette. Il y a un petit polar nordique et puis il y a un livre de Bruno Combe et nous allons commencer justement par celui-ci. Donc, j'ai lu de Bruno Combe, Seulement si tu en as envie, chez J'ai lu. C'est un auteur que j'ai découvert sur la chaîne de Stéphanie de Piketty. Je ne le connaissais pas du tout avant et en fait, elle a présenté un livre dont la couverture m'a beaucoup attirée et elle en disait beaucoup de bien. Donc, alors que j'étais à Cultura il y a plusieurs mois maintenant, j'ai été un petit peu regarder ce qu'il y avait et j'ai pris le premier livre qu'il y avait chez Cultura et c'était celui-ci. Les couvertures, elles sont toutes dans ce style-là. C'est un très beau livre de poche. Il y a des rabats, voilà, plus avec toujours ces illustrations. Hop, rabat de l'autre côté aussi. Et puis la police de caractère utilisée pour le résumé, elle est super sympa. Donc c'est le style de livre que j'ai très envie d'aimer avant même de le commencer. Parce que j'imagine déjà avoir toute la collection dans mes bibliothèques. Et les tranches, elles sont aussi assez chouettes. Je ne l'ai pas autant aimé que ce que j'espérais, mais ça s'est mieux terminé au point où j'ai déjà acheté le suivant. Alors, je sais plus s'il y a des suites je sais plus. Je crois que certains m'en ont parlé. Je suis plus tout à fait sûre. Mais quoi qu'il en soit, bon, j'avais envie de les lire dans l'ordre d'écriture. Donc celui que j'ai acheté, le suivant n'est pas la suite en fait, mais bon. J'aurais tendance à découper ce livre en deux parties. La première partie, j'ai moyennement aimé, la deuxième partie, j'ai beaucoup aimé. La première partie, j'ai moyennement aimé parce que l'auteur a abordé des sujets et je voulais pas aller sur ce terrain-là. Et en fait, on y allait. Et du coup, ça m'a un petit peu... c'est pas que ça m'a dérangé, il y a rien, enfin c'est pas non plus dérangeant, mais j'avais pas forcément envie de lire ce style d'histoire et voilà. Pourtant le résumé laissait présager que ça allait se passer comme ça, mais bon. Donc en fait on suit Camille qui a une quarantaine d'années, qui est mariée, qui a deux enfants, une ado, je crois que sa fille a 16 ans et son fils doit avoir 8 ans. Elle travaille avec son mari, elle est avocate, bon... je sais pas si on peut dire, si on peut vraiment dire que quelqu'un a réussi sa vie. Je sais pas sur quels critères on se base. Tout le monde a des critères différents, mais en tout cas, on peut dire que quelque part, elle avait tout. Elle avait pas de quoi, enfin, j'allais dire se plaindre. Enfin, c'est pas vraiment comme ça que je veux décrire les choses, mais bon, on a l'impression on a l'impression que tout allait pour elle. Voilà. Et c'était qu'une impression. Elle se lasse, elle s'est lassée. Elle s'est lassée de tout ça. Son mari, bah, c'est toujours le même homme. Il n'a pas changé. Il a toujours les mêmes habitudes. Elle anticipe tout. Elle sait comment il va réagir. Elle essaye de le coincer pour essayer de le forcer à innover. Et il innove pas du tout. Il est très bien. Et avec ses petites habitudes, ça lui va bien. Donc voilà. Il a une famille assez présente, assez particulière. Il a deux frères voilà, chacun mène sa vie un peu différemment, mais en tout cas, lui et l'un de ses frères sont très marqués parce que leurs parents peuvent penser d'eux malgré leur âge. Voilà, donc bon, là il y a des petites choses qui moi personnellement m'ont agacée, mais c'est pas du tout lié à l'histoire ni quoi que ce soit, c'est juste que ça a eu il y a eu des similitudes avec des choses que je connais et du coup ça des choses que je connais qui m'agacent, des choses que je peux vivre qui m'agacent et donc du coup ça a titillé cette partie-là. Mais voilà, l'auteur n'y est pour rien, l'histoire elle est comme ça et voilà. Bon, donc voilà, il y a toute cette partie et en fait, bon bah elle commence à en avoir marre que tout soit aussi prévisible et tout. Puis en même temps, ça correspond à une période où son amour d'adolescence, son premier amour, la recontacte 27 ans après. Et donc il s'appelle Stephen, il est bouquiniste et il a des librairies à Paris et à Londres.
Et donc, elle étant un peu dans tout ça, alors d'un côté, son ras-le-bol est provoqué par le fait d'être contactée par Stephen, ça lui fait se rendre compte qu'elle en a marre de certaines choses. D'un autre côté, il la contacte pile au bon moment, enfin, bon, voilà, il y a un peu ce jeu-là. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Lui est entré en contact avec elle. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, de son côté? Est-ce qu'elle plaque la porte? Est-ce qu'elle tente d'aller le voir, etc. Et si elle tente d'aller le voir, où est-ce qu'on va? Bon, voilà. Bon, donc le début était assez prévisible et puis j'avais pas envie de ce style d'histoire. Voilà, c'était un peu trop facile dans ce qui s'est passé. Enfin, c'est pas du tout dans l'écriture et tout, mais bon, voilà. J'avais pas trop envie de ça. Puis la deuxième partie, elle m'a surprise. Alors, bon, je ne vais pas vous donner le dénouement, il y a pas des choses, c'est pas des choses forcément extraordinaires, mais ça m'a plutôt surprise, ça a pris un sens auquel je m'attendais pas forcément, et du coup ça m'a plu. Voilà, enfin, ça se lit globalement vite, voilà, ça se lit vite, le rythme est assez rapide, voilà, c'est un livre, je sais pas si on peut parler de romance non plus, mais bon, enfin, léger, oh, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. C'est léger, oui et non, c'est un peu triste aussi, mais ça prend un tournant, enfin, ça prend un tournant auquel je m'attendais pas. J'ai été, en tout cas, séduite par l'écriture. J'ai été séduite par la description des personnages, par les sentiments, par ce qui pouvait se passer dans leur tête. Voilà, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas tenter un autre livre de l'auteur. Entre-temps, en plus, j'ai regardé un petit peu des choses sur lui sur Wikipédia et tout, et il est pas à la base pas du tout. Il n'a pas du tout fait des études littéraires, il n'était pas du tout destiné à être auteur, donc tout ça, ça m'a beaucoup intéressée en plus, en marge de tout ça. Donc voilà, j'ai bien envie de tenter un autre livre. Là, ce qui m'a déçue au début, c'est plutôt que je voulais pas que l'histoire aille dans un chemin, dans une direction, et on y a été. Avant que la ligne elle soit moins bien tracée que ça, quoi. Enfin, voilà. Donc à voir. Bon, si vous en avez lu, je veux bien avoir votre avis. Un peu, déjà si vous l'avez lu, qu'en avez-vous pensé, et est-ce que vous en avez lu d'autres, etc. Ça m'intéresse parce que voilà, il y a, comme je vous dis, c'était en deux parties, puis en même temps j'ai vraiment envie d'aimer cet auteur parce que les livres ils sont trop beaux, et voilà, bon, je renouvellerai l'expérience avec l'autre livre que j'ai de lui. Livre suivant, Un cri sous la glace de Camilla Grebe. Totalement autre chose, on est dans un polar nordique chez Livre de Poche. C'est un polar suédois, c'est un livre assez épais puisqu'on a 500 pages. Euh, alors, en fait, j'ai attendu de finir les Ragnar Jonasson, de partir du polar islandais pour arriver ailleurs, dans un autre pays. Je suis vraiment attirée par les polars nordiques. Alors, j'avais dévoré tous les Camilla Lagerberg. J'avais pas du tout aimé, par contre, Millennium, le premier tome de Millennium, j'avais eu beaucoup de mal. Enfin, il y avait des choses que j'accrochais pas. Mais les Camilla Lagerberg, j'avais vraiment bien accroché. Et puis, il y a eu voilà toute cette vague de polars nordiques. Et c'est principalement des polars suédois. Voilà, j'ai l'impression que 9 fois sur 10, on tombe sur la Suède, sur la Suède, sur la Suède. Alors, le fait d'être parti avec Ragnar Jonasson en Islande et lui met vraiment dans une telle ambiance que c'était hyper intéressant. Enfin, on est plongé vraiment dans cette ambiance islandaise. C'est très décrit. C'est-à-dire que l'intrigue se passerait, j'en sais rien, dans un pays très chaud. Elle n'aurait rien à voir. Enfin, l'intrigue perd de son sens. Donc c'était très marqué. Donc c'était intéressant. Là, donc j'étais attirée par Camilla Grebe par rapport à des petits encarts parce qu'il y a certains de ses livres qui ont eu des prix, attirée par les couvertures, attirée par les titres, puisque voilà, ils se sont amusés à utiliser des lettres suédoises dans les titres et dans tous ces titres en fait, dans tous les titres, dans tous ces livres, que j'ai tous dans ma pile de livres à lire. J'ai les 3 suivants.
Je comptais les lire dans l'ordre, en fait. C'est pareil, c'est un livre comme le précédent, c'est un livre que je voulais aimer avant de l'avoir commencé. Voilà, c'est bien, hein, j'ai pas besoin de lire des livres pour avoir déjà un avis. J'avais envie d'aimer. Euh, alors, j'ai pas eu un coup de cœur comme avec les Ragnar Jonasson. L'ambiance suédoise est présente, on est un cri sous la glace, voilà, donc il y a bien une histoire de froid quand même derrière. Mais c'est pas aussi présent qu'avec les Ragnar Jonasson. On n'entre pas dans tout ce truc, dans toute cette ambiance, etc. Là, c'est un peu différent. Mais peut-être aussi que l'ambiance suédoise est peut-être plus proche de la nôtre que l'ambiance islandaise, je sais pas. Alors, on suit trois personnages. On suit Peter, je suis pas sûre que ça se dit comme ça. Anne, je suis pas sûre non plus que ça se dise comme ça. Et Emma. Alors, Peter et Anne, enfin, déjà, Peter, c'est un policier qui est pas tout jeune, enfin, il est pas non plus proche de la retraite, mais voilà. C'est quelqu'un qui a des qualités, qui a des défauts. On masque pas du tout ses défauts, on sait qu'il a des soucis avec l'engagement, etc. Ça en est maladif quelque part. Mais c'est pas masqué en fait, voilà, il est comme ça. Il est comme ça et on fait avec ce personnage-là. On a Anne qui elle est profileuse, donc c'est très intéressant et elle peut être appelée sur certaines enquêtes. Bon, on comprend dans l'histoire que Peter et Anne se connaissaient avant ce livre qui est le premier. Et puis bah voilà, on va les voir évoluer ensemble. Anne, elle a une vie un peu compliquée, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de sa vie privée. Mais de la même façon, on la prend comme elle est. Alors, c'est pas des histoires de qualité et de défaut, c'est des choses beaucoup plus graves. Mais voilà, on sait tout ce qu'il a défini. Du coup, on a l'impression qu'on la connaît vite, bien. Et en fait, on a un chapitre par personnage. Donc, comme je vous ai dit, il y a trois personnages qu'on suit. Je vous ai parlé pour l'instant de deux. Et c'est pas, les chapitres sont pas dans l'ordre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Des fois, on a un personnage, puis on en a un autre. Puis on revient au premier, puis après on passe au troisième, puis on passe au deuxième. Voilà, c'est un ordre qui peut paraître aléatoire. Le troisième personnage, c'est Emma. Alors Emma, elle n'a pas de lien avec la police, elle n'a pas de lien, elle n'est pas profileuse, elle n'est pas policière. On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Elle est là, on se doute qu'il y a un lien avec l'histoire qui se passe, parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que Peter et Anne sont là parce qu'il y a eu une scène de crime. Alors, c'est pas un livre très sanglant, mais la scène de crime est assez sanglante. Bon, j'ai pas été choquée, moi je suis assez choquée de trucs un peu... je peux pas lire les Franck Tillier, j'ai pas tenté, mon mari m'a pas encouragée dans cette voie. Les Maxime Chatham, j'en ai lu un et c'était peut-être pas celui qu'il fallait lire, mais je pouvais pas. Donc là c'est pas choquant, enfin c'est pas énormément choquant. Bon, si, un petit peu, mais en tout cas, voilà, c'est la scène de crime, mais après, on revient pas 50 000 fois dessus, quoi. À la limite, le premier chapitre, c'est le plus sanglant, puis une fois que c'est passé, c'est passé. Et en fait, Peter se retrouve sur cette scène de crime sanglante, il se pose des questions, etc., etc. Il fait appel, enfin, un de ses coéquipiers fait appel à Anne pour qu'elle vienne les aider sur cette enquête. Et puis, on a Emma qu'on suit, mais qu'on suit avant l'enquête, plusieurs semaines avant. Et on voit qu'elle va avoir un lien avec la personne à qui appartient la maison où il y a eu la scène de crime. Sauf que cette personne est introuvable. Donc on se doute qu'elle a un lien avec l'histoire. On la suit, on suit son entourage, etc. Et petit à petit, on va arriver à l'histoire. Enfin, on va arriver au lien avec l'histoire. Donc j'ai beaucoup aimé la construction, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est... Enfin, c'est un rythme globalement rapide, même s'il me semble que les polars nordiques ont la réputation d'être assez lents, donc on n'est pas non plus sur un truc à fond à l'heure, mais
Mais globalement, le rythme m'a plu. L'intrigue aussi m'a plu. J'ai beaucoup aimé le dénouement, non pas qu'il y avait quelque chose de... Enfin, il y avait des petites choses que j'avais soupçonnées, mais bon, après, moi, quand je lis un policier, je soupçonne tout, j'essaye d'imaginer tous les cas inimaginables, et à la fin, je me dis, ah bah tiens, ça fait partie de l'un des 10 000 cas auxquels j'avais pensé, oui. Mais j'ai bien aimé le dénouement. Globalement, tout est bien fini, le dénouement est bien terminé, même si il n'y a pas il n'y a pas un chapitre comme on peut avoir avec Poirot dans les Agatha Christie, où Poirot, pendant un chapitre, il va décrire, presque, on a l'impression qu'il reprend le livre, en fait. Il reprend l'intrigue depuis le début en disant, j'ai vu ce truc-là, ça m'a amené à telle piste. J'ai vu ce truc-là, ça m'a amené à telle piste. C'était une fausse piste. Et blablabla, je vous accuse. Ah mais en fait, c'est pas vous. Et bon, on est sur un truc très complet, très presque décryptage de tout ce qu'on a pu lire, et où il reprend chaque petit indice pour quelque part nous dire, bah vous voyez, vous auriez pu deviner. Là, c'est pas aussi explicite que ça. Il n'y a pas de zone d'ombre à la fin. Globalement, tout est clôturé. Mais il y a des choses qui sont suggérées. Alors, fortement suggérées, on comprend très bien ce qui s'est passé. Mais c'est pas aussi clair et net qu'un Poirot. Mais j'ai bien aimé, justement. J'ai bien aimé, je trouve que c'était un style, en fait. C'est pas le genre de choses que je vois souvent dans ce que je peux lire. Et... Enfin, non pas que ça arrive qu'il y ait des livres qui donnent l'impression de ne pas être totalement terminés, ou où on aimerait avoir une suite, puis en fait, il n'y a pas de suite. Enfin, ça arrive, des choses comme ça. Mais là, ça fait partie de son écriture, et j'ai bien accroché sur ce truc-là. Donc, j'ai hâte de lire les suivants. Alors, je sais que le 4e, c'est l'archipel des larmes. Là-bas, je vois le journal de ma disparition et l'ombre de la baleine. Ils sont pas du tout dans l'ordre, mais voilà en tout cas ce qui m'attend. Ensuite, je passe aux 3 premiers tomes d'Au service secret de Marie-Antoinette. J'avais envie de vous en parler, de vous parler des 3 en même temps, parce que je vais forcément faire des comparaisons, etc. etc. Donc, Au service secret de Marie-Antoinette, c'est une collection chez La Martinière, écrite par Frédéric Lenormand. Ce sont les 3 premiers tomes, actuellement il y en a 5. Le dernier est sorti il n'y a pas très longtemps et il s'appelle La Reine se confine. Les 3 couvertures sont assez similaires, les 2 couvertures suivantes n'ont rien à voir. Voilà, et donc en revanche, alors le dos, si je me trompe pas, ça c'est la tranche et ça c'est le dos. Et le dos des livres est trop beau, et ça veut dire que ça va être trop beau dans une bibliothèque, tout ça. Donc ça fait depuis un moment que je voyais ces livres, et le premier, je l'ai acheté au dernier salon du livre où j'avais été, c'était à Boulogne. L'auteur était présent, et puis j'ai pu le faire dédicacer. Donc à ce moment-là, bon, je fais dédicacer un livre, je connaissais pas l'auteur, j'avais juste vu passer ses couvertures assez attirantes, etc. Bon, c'est plus intéressant de rencontrer un auteur dont on a déjà lu un livre, plutôt que de rencontrer un auteur avant de lire son livre, mais c'est pas grave. Donc il m'attendait sagement dans ma pile de livres à lire, et puis à l'occasion de la sortie du tome 5 que La Martinière m'a envoyé en service presse, j'avais envie de les lire dans l'ordre. On n'est pas obligé de les lire dans l'ordre. Chaque tome peut être lu indépendamment, mais c'est quand même plus sympa. On a des personnages récurrents, 2 enquêteurs notamment, et voilà, je voulais voir comment leur relation se construisait, etc., etc. Je trouvais ça mieux. Ce sont des livres qui coûtent 14 €. C'est un peu les formats de type Agatha Raisin, les détectives du Yorkshire, etc., etc. Voilà, c'est un peu tout ce truc qui est à la mode en ce moment, les séries. Enfin, je sais pas si on peut le classer dans la série Cozy Mystery, parce que on n'est pas dans un petit cottage bien douillet, parce que ça se passe pas maintenant. Le vocabulaire utilisé, il est pas toujours, pas toujours si accessible, on va dire. C'est pas des lectures, en tout cas le premier, c'est pas un livre qu'on lit d'une traite, c'est pas une lecture si facile en fait. Mais en tout cas, on est sur ce style de format. Que vous dire d'autre avant de commencer? Non, je pense que c'est tout. Alors, donc dans ces livres, c'est quand même trop canon de voir les 3 couvertures comme ça. Et puis, alors, tant que je suis sur les détails, je me suis rendu compte tout à l'heure
qu'on voit les yeux. Vous voyez, le regard, il bouge. Donc, il faudra voir comment, une fois que je mets le 4 et 5 à côté, comment évolue le regard. C'est très rigolo. Donc, dans cette série de livres, on a forcément Marie-Antoinette. Donc, ça se passe dans les années 1775, si je ne me trompe pas. Donc, on est bien avant la Révolution française. Donc, il y a Marie-Antoinette, mais elle est là en personnage secondaire. On sent que elle est présente, mais pas forcément de façon explicite ou pas forcément elle en tant que telle. Voilà. Ceux qui sont présents, c'est deux personnages qui viennent qui ont réellement existé. Il s'agit de Rose Bertin qui était modiste, donc c'était une couturière en fait, et puis Léonard Autier qui est coiffeur. Les deux ont été appelés par Marie-Antoinette, officiellement pour habiller et coiffer Marie-Antoinette, officieusement pour faire partie un petit peu de sa garde rapprochée, on va dire. Alors, en parallèle de ça, je lis la biographie de Marie-Antoinette de Zweig, que je vous présente pas parce que je l'ai pas encore terminée. Et c'est très intéressant de pouvoir faire le lien parce qu'il y a beaucoup de parties vraiment historiques et il y en a qui ne le sont pas du tout. Et globalement, la Marie-Antoinette qui est décrite dans ses livres en 1775, je crois que le troisième tome c'est en 1777, en fait la Marie-Antoinette qui est décrite, c'est la Marie-Antoinette de 1790. Donc à se mêler des affaires du royaume parce que son mari, Louis XVI, il est un petit peu benet. Il est vraiment décrit comme un benet dans les livres de Frédéric Lenormand. Zweig, Zweig est pas tendre non plus, hein, mais bon. Frédéric Lenormand, il va fort aussi. Et du coup, Marie-Antoinette, jusqu'à la Révolution, elle a pas mis son nez en fait dans les affaires. Elle a pas mis son nez dans comment vivait le peuple. Tout ça, elle s'en moque. Ce qui l'intéresse, c'est que elle, ses propres plaisirs, s'habiller, avoir ses bijoux, sortir, etc., etc. Voilà. Là, dans les livres de Frédéric Lenormand, elle est plus attentive au peuple. Elle a un réseau d'espionnage. Elle fait en sorte de régler les affaires dans l'ombre, puisque son mari s'en occupe pas. Voilà en résumé. Donc il y a vraiment des personnages qui ont réellement existé, il y a des références, comme on est en 1700, deuxième partie des années 1770, on sait ce qui va se passer, donc il y a beaucoup d'humour utilisé par rapport à ça en fait, du style « Ah le peuple, de toute façon, on sait bien que le peuple ne se soulèvera pas ou des choses comme ça qui deviennent vraiment assez ironique quand on sait la suite. Justement, il y a énormément d'humour. Énormément d'humour. C'est très rigolo. Enfin, moi, je me suis marrée en lisant certains passages. C'est vraiment un régal. Au niveau de l'écriture, alors on n'est pas sur un livre écrit avec le vocabulaire de l'époque, j'irai pas jusque là, mais il y a des mots qui sont utilisés, notamment là dans le troisième tome. Alors je sais plus le mot qui est utilisé, mais on dit pas qu'une personne est enrhumée. Voilà, c'est pas ça comme mot, c'est un autre mot. Rose et Léonard s'entendent pas forcément très bien, on va dire, et des fois il y a des échanges d'insultes, mais d'insultes de l'époque, et c'est assez rigolo. Mais globalement, c'est pas un livre écrit en vieux français, etc., pas du tout. Mais ça, au départ, faut s'habituer. Et l'intrigue du premier tome est assez complexe, et on s'y perd. Voilà, avant que... Frédéric Lenormand aime bien faire des récapitulatifs, et dans le premier tome, il fait un récapitulatif au bout des 2 tiers du livre, et heureusement qu'il le fait parce que ça s'en mêlait vraiment beaucoup trop, et j'étais perdue. Dans le deuxième tome, l'intrigue est plus accessible, il y a moins de choses qui s'entremêlent, et dans le troisième, elle est encore plus accessible, si bien que le troisième se lit vraiment très vite, et je trouve que le troisième a une partie historique encore plus marquée et encore plus d'humour, donc c'est aussi celui que je préfère.
Dans le premier tome, donc l'enquête du Barry, on a justement les bijoux de la du Barry. Les premières pages se passent avant que... se passent en 1770, alors que Louis XV était encore roi. Et puis après, on fait un petit saut dans le temps, mais c'était pour introduire les bijoux de la comtesse du Barry. Pour montrer, enfin voilà, on en parle, les bijoux ont disparu. 4 ans après, il n'y a toujours pas de résolution. Où ils sont, que s'est-il passé, voilà. Donc justement, c'est pour cette enquête-là que Marie-Antoinette fait appel à Rose et Léonard, à ce duo de choc pour pouvoir trouver ce qui s'est passé. Et donc les enquêtes se passent à chaque fois entre Paris et Versailles, voilà. Chacun a sa boutique, donc Rose a sa boutique de couture et Léonard a son salon de coiffure. Ils sont côte à côte, mais c'est vrai qu'il y a ce rapport entre les deux qui est assez rigolo. Voilà, donc là, globalement, beaucoup de personnages, ça se mêle, ça s'entremêle beaucoup. Si vous aimez bien prendre des notes au fur et à mesure de votre lecture, moi, c'est pas un truc que je fais, mais là, je vous le conseille. Je pense qu'il aurait fallu que je le fasse pour pas être perdue. Mais c'est bien de commencer par le début. Enfin, moi, j'étais très contente, du coup, de bien connaître le pourquoi du comment on en est arrivé là, et de bien connaître les personnages. Ici, c'est le tome 2, pas de répit pour la reine. Donc la partie historique commence à être un petit peu plus présente, l'intrigue est un petit peu plus accessible, mais on est à nouveau sur une histoire de jeu de piste. Donc là, ça se passe au moment de la guerre des farines, et donc là c'est la guerre des farines, le peuple a faim, Louis XVI s'en moque et continue de s'affairer à ses passe-temps, la serrurerie et l'horlogerie, à Marie-Antoinette de remonter ses manches. Voilà, et donc autour de ce livre, on a un mystérieux trésor inca avec une malédiction si on vole l'or, etc. Et donc c'est autour de toute cette histoire eh bien, que l'enquête va avoir lieu. Ça fait justement très chasse au trésor en fait. Enfin, on arrive, on trouve un indice. Bon, alors on fait le point. Enfin, en fait, ça me fait penser quand on fait les chasses au trésor pour les anniversaires des enfants. Ils trouvent un indice, ils vont vérifier, ils font le point, ils vont chercher un autre indice, etc. jusqu'à arriver au trésor. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'était très chouette de retrouver Rose et Léonard. Et puis, je viens de terminer le 3e tome qui s'appelle La mariée était en Rose Bertin. Alors ici, au niveau historique, ça se passe en 1777, alors que le frère de Marie-Antoinette, l'empereur Joseph II, vient leur rendre visite. Alors Joseph II, il n'a rien à voir avec Louis XVI. Joseph II, il s'amuse à se déguiser en fait en habitant, en personne du peuple, voilà, pour aller voir comment les gens vivent, pour savoir ce qu'on dit un petit peu, enfin ce qui se dit sur comment dire, les chefs d'État, les personnes en haut, sur les décisions prises, comment prendre la température, etc. Voilà, c'est son truc. Louis XVI, il n'est pas du tout comme ça, sauf que par moments, ils sont obligés de parler, et Louis XVI, la politique, ça l'intéresse pas, comment vit le peuple, il s'en moque, il se rend pas compte que tout le monde n'a pas un château comme lui, voilà. Donc il continue avec ses horloges qui montent à l'envers, avec ses serrures qui sont mal montées, et tout le monde doit passer derrière pour changer les serrures, parce que sinon on est enfermé avec les serrures de Louis XVI, enfin voilà. Là, il y a une histoire de code secret qui a été dérobé. En fait, c'est lié au fait que Louis XVI, quand il est arrivé au pouvoir, il a mis de côté tout ce qui était code secret, etc. Enfin, ça l'intéressait pas de poursuivre ce que son grand-père Louis XV avait fait. Et du coup, il se retrouve avec des papiers codés. Il peut pas décrypter parce qu'il n'a pas les codes, il n'a pas il n'a pas les codes pour pouvoir écrire lui-même, et il n'a pas le code pour pouvoir décrypter. Enfin, en tout cas, la clé pour pouvoir décrypter. Voilà, et donc là, ce qui a été volé, eh bien, c'est un code secret, et tout le monde, tout le monde, c'est quelque chose qui intéresse aussi Joseph II, et qui a ses propres espions en France,
parce qu'il pense que sa sœur, elle fait rien. Il pense que sa sœur, elle est comme Sveg l'a décrit, qu'elle s'intéresse pas aux affaires du royaume. Et Marie-Antoinette, en fait, dans l'histoire, elle est beaucoup plus impliquée que ce qu'elle en a l'air. Donc en fait, elle envoie Rose et Léonard pour en savoir davantage, etc. Alors, faut savoir qu'à chaque fois, c'est souvent quand Léonard passe, je trouve, mais bon, on va dire quand Rose et Léonard passent, il y a beaucoup de personnages, ils rencontrent beaucoup de monde, mais il faut savoir qu'ils rencontrent aussi beaucoup de morts. Et c'est souvent des personnes qu'ils ont rencontrées qui meurent, donc des suspects qui poum 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 poum, voilà. Donc comme je vous disais, dans celui-ci, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'humour. C'était super agréable à lire. Oui, c'est très rigolo et Frédéric Lenormand s'amuse vraiment entre la partie historique réelle et des choses. Enfin, il pousse le trait à l'extrême, etc. Et voilà, moi j'ai passé vraiment un très bon moment. J'ai hâte de lire la suite. Donc si ça vous intéresse, on lit en lecture commune les tomes 4 et 5. Alors si je ne me trompe pas, le tome 4 c'est à partir du 8 mai et le tome 5 c'est à partir du 30 mai. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit message sur Instagram et puis je vous inscrirai à la discussion pour la lecture commune. En tout cas, on a lu les 3 tomes dans le cadre d'une lecture commune, on est plusieurs à se suivre, à les lire comme ça dans l'ordre et tout, et c'est assez rigolo, ça nous permet aussi de parler de l'évolution, mais des personnes nous rejoignent au fur et à mesure, puisque comme je vous disais, les tomes ne sont pas forcément à lire dans l'ordre. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez déjà lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler. Si vous voulez plus de précisions sur ces livres, n'hésitez pas. Si vous en avez à me conseiller aussi, je pense notamment au polar nordique, n'hésitez pas, j'irai regarder tout ça avec grand plaisir. Et je vous retrouve bientôt.